Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité. Bienvenue sur ce plateau. Ce soir, ce sera un mix de débrief, bien sûr, de l'Euro qui, vous le savez, est en cours et également le magazine Sport à la Une, donc 2 en 1. On va bien sûr parler des résultats de la journée avec notamment l'Espagne, tenue en échec par la Suède 0-0. Le manque d'efficacité de la ligne d'attaque de la Roja mise à nu. Nous avons vu également 2 autres matchs, donc la Pologne qui s'incline à domicile devant la Slovaquie 2-1 et plutôt donc l'Écosse qui s'est fait également surprendre 2-0 par la République tchèque avec ce fameux but de Sic. Et puis ce soir, nous vous proposons en exclusivité un entretien avec Kalidou Koulibaly, l'Euro avec 2 pays qu'il va forcément suivre, l'Italie et la France. 7 ans à Naples alors qu'il est toujours annoncé sur le départ. Le capitanat avec les Lions, il en a parlé. Ses duos avec Cheikhou Kouyaté, Karambot et récemment Abdoulahad Diallo dans l'axe central et bien sûr les prestations de l'équipe nationale donc des mois de mars et de juin. Kalidou Koulibaly n'a éludé aucune question. Ligue 1, TFC creuse l'écart en haut de classement après sa belle victoire contre l'AS Douanes. Au même moment, Génération Foot était tenue en échec par Niary Tally 0-0 et l'AS Pikine voyait son match contre le Snaps être reporté à une date ultérieure. Et puis nous parlerons pour terminer bien sûr de handball avec les Lions qui feront face en quart de finale au Congo-Brazza, un adversaire qui explique pourquoi l'équipe de Frédéric Boujon a largement perdu face à la Tunisie pour son 3e et dernier match de poule. Alors, sur ce plateau, nous avons nos consultants de la première partie, bien sûr, coach Moustapha. Moustapha, ñu ngi lay nuyuwaat di la ziar. Di nuyu aussi tous les téléspectateurs de la TFM. Très bien. Alaaji Assane ñu ngi lay nuyu. dal leen ak jàmm yéen ñi door a ñëw nous ça va ñu leen di fay. Très bien alors Grand Talla bienvenue. Welcome back. Merci. Il n'a pas fait la première mi-temps. Non. on est déjà chaud. Ni la première partie. Bon, bonsoir. maa ngi nuyu di fay l'équipe que j'avais l'habitude de retrouver pendant les grands événements donc comme la Coupe d'Afrique et la Coupe du Monde. C'est un plaisir de retrouver ce petit monde de foot. Et bonsoir aussi à tous les téléspectateurs de la TFM. Bien sûr. Alors c'est parti, cher Tigane, rebonsoir. On va parler de ce fameux match entre l'Espagne et la Suède. Alors fi may njëkk commencé mooy da nga defoon diagnostic bu baax démb. Da nga newoon équipe boo xam ne la day football waaye efficacité bi dafa des balaa ñuy ñëw nag ci considération tactique yi. Tu as vu juste. Ouais, bon, quand même, c'était prévisible. L'Espagne, depuis pas mal de temps, c'est une équipe qui joue, qui confisque le ballon, qui domine. Mais devant, ça ne marche pas, surtout avec un avant-centre Morata, quand même, en perte de confiance qui doute, qui est dans le doute absolu. Parce que quand même, on a vu aujourd'hui, il s'est procuré des occasions à la limite immanquable quand même, surtout la dernière, c'était plus difficile de mettre le ballon dehors que dedans. Et il n'a pas fait, finalement il est sorti. Quand même, je pense que ça va être extrêmement difficile pour cette équipe de pallier ce problème et de rebondir, surtout avec les critiques qui vont s'abattre sur Luis Enrique. Quand même, je pense que ce match nul, surtout à domicile, ne va pas arranger les choses. Ne va pas aider. Alors, coach Moustapha, match bi nan nga ko jàngatee aujourd'hui, voilà. Il a oublié quelque chose quand même, le terrain. Oui, le terrain. Je pense que bon, il reviendra forcément là-dessus. Ça n'a pas aidé quand même. Franchement, la qualité de la pelouse. Vraiment pour un match de l'Euro en Espagne quand même. Une équipe qui reçoit, qui a l'embarras du choix. Bon, on sait que le terrain du Real Madrid n'est pas disponible parce qu'il y a des réflexions. Le Barça, bon, quand même, c'est une autre histoire. La Catalogne, mais il y avait le Wanda Metropolitano, le terrain de l'Atlético et Valence également. Mais quand même, il y avait beaucoup d'histoires parce que le match à l'origine même ne devrait pas se jouer sur cette pelouse. Et finalement, ça a été joué là-bas. Alors, quand même, je trouve que l'état de la pelouse quand même a beaucoup aidé la défense suédoise parce que le jeu était moins fluide, moins rapide du côté espagnol. Alors, coach, nous, jàngatee tey taxawaayu ñaari équipe yi dafa mel ni am na koo xam ne dafa ñëwoon pour ne pas encaisser de but am au moins un point nul am na koo xamante ni fidèle à son style mais au final aussi tenu en échec. J'avais pronostiqué 50-50 donc je me retrouve par rapport à ce que j'avais pensé parce que c'est une équipe joueuse qui rencontrait une équipe quand même qui avait un bloc défensif très solide parce qu'on a vu les Suédois
mettre en place un 4-4-2 où l'équipe basculait et surtout par moment, il y avait une certaine flexibilité par rapport au bloc d'équipe. Par moment, il mettait un bloc médian, mais par moment aussi, il dérangeait la sortie de balle des Espagnols. Et dans cette équipe espagnole, moi, le constat que j'ai fait, il n'y a plus véritablement un leader technique qui oriente le jeu, tel que quand ils avaient Iniesta ou bien ils avaient Xavi dans cette équipe. Véritablement, je ne trouve pas un leader technique. Peut-être si Busquets devient, il pourra régler ses problèmes. J'ai l'impression qu'ils ont plus manqué D'efficacité. David Villa. Il a manqué plus David Villa ou Fernando Torres à cette équipe quand même que Xavi et Iniesta. Hein, parce que quand même, au milieu de terrain, ça a beaucoup joué, ça a combiné. Jouer à la balle, ça, ils savent le faire. Mais maintenant, les occasions qu'ils se sont L'Espagne créées... avait une équipe quand même avec des attaquants plus flinguants. C'est-à-dire que qui te mettaient même des demi-occasions dedans. Mais aujourd'hui, ce qu'on a vu des Espagnols qui ont cherché à garder le ballon, qui ont varié, qui ont orienté le jeu avec des appels de balle entre les lignes, mais l'équipe suédoise était bien en place. Bien sûr. Et si vous avez bien remarqué, par moment même, ils exerçaient une zone presse, ce qui empêchait les Espagnols de progresser dans le jeu. Les Suédois auraient pu même marquer, parce que sur deux actions de but, Ils l'ont eu. deux actions de but où ils auraient pu faire un hold-up, mais malheureusement, ils ont eu de la baraka parce que le poteau les a sauvés, le montant du moins. Donc, attendons de voir ce qu'ils vont nous montrer lors de la deuxième sortie, mais ce qu'ils ont montré aujourd'hui, ça ne rassure pas trop. Suffisant. Ça ne rassure pas Ce trop. n'est pas suffisant. Alors, Hassan, pardon, je pense que tu dois être à peu près du même avis que nos coéquipiers. C'est une équipe qui nous a laissé sur notre leader, faim. moi je dirais pas technique, je dirais tout simplement un leader. Un leader parce qu'à un moment, bon, c'est vrai que c'est une équipe qui est en train de procéder à une rupture. Luis Enrique, il ne dit pas son nom, mais bon, c'est une équipe vraiment en devenir. Je ne suis pas sûr qu'il soit dans ce taureau-là. Il est peut-être plus porté sur le mondial qui va arriver, mais il ne le dit pas. Et comme c'est quelqu'un, c'est un bon têtu, c'est une bonne tête de mule, Luis Enrique. Les gens ne sont pas d'accord avec lui. Dans une équipe comme ça, même actuellement, même Busquets, je ne sais pas, Jordi Alba qui faisait figure de cheval de proue, n'est pas trop quelqu'un qui amène une équipe. Il a manqué même un Sergio Ramos, un leader de défense qui de temps en temps amène l'équipe, la pousse, mais c'est des gamins qui ont joué, qui ont buté sur une défense. Quand on parle de 50-50, Moustapha, moi je veux bien, mais logiquement, si on est tous d'accord, c'est Olsen, le gardien suédois, qui est homme du match. Ouais, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais quelque part aussi, l'Espagne n'arrive plus à battre cette équipe suédoise. Je pense qu'hier on en parlait. Les deux équipes se sont rencontrées en octobre 2019 en phase de poule et ils ont fait match nul, un but partout. Aujourd'hui encore, on n'arrive même pas à faire trembler les filets. Et effectivement, vous avez raison. Le grand héros de cette rencontre, c'est bien sûr le gardien, qui n'est que deuxième gardien avec Everton. Hein, je pense que la Suède aussi est... Bon, ils ont partagé la poule de qualification. Ils ont fait les championnats d'Europe ensemble. L'Espagne largement en tête. Ils se sont rencontrés. Ils les ont battus sur cette même pelouse chère. En match de championnat d'Europe. 3-0 avec des buts de Olmo et tous ces gamins qui avaient marqué. C'est la Ligue des Nations. Ligue des Nations, tout ce début avant de faire match nul en Suède, où ils s'en sortent bien. Mais c'est une équipe d'Espagne qui a des soucis. A des soucis en termes de constitution d'équipe. Les gens ne sont pas d'accord avec lui. L'Espagne n'est même pas à la limite derrière son équipe comme ça se faisait d'habitude. Maintenant, c'est peut-être parce que Cheikh a voulu qu'il n'y ait pas ses rivaux dans l'équipe. Mais il est allé dans un truc compliqué. Hein. Il va chercher 10 qui jouent en Première Ligue, 10 autres qui jouent que dans la Liga espagnole. Généralement, c'était du 50-50 qu'on voyait entre Barcelone et Real. Mais c'est plus cette Espagne-là, donc il faudra faire avec. Et il ne faudra pas aller chercher la petite bête. Morata n'est pas bien, tu ne vas pas l'imposer et dire je dis, je fais, je le garde. Mais sauf qu'on a vu que son remplaçant, Gerard Moreno, en 15 minutes quand même, il a montré mieux que Morata. Et on se dit qu'au prochain match, quand même, on parierait vraiment sur la titularisation de Moreno. Tala, sur ce match, hein, je pense que... Disons que moi, c'est plus le manque d'efficacité. Et l'équipe aussi, comme je le disais avant le match de l'Espagne, cette équipe-là manque de leader. Un leader charismatique qui peut au moins
booster les garçons, leur donner beaucoup plus de courage, d'engagement dans l'équipe. Par exemple, le fait de faire venir un Ramos aurait beaucoup plus influé dans une bonne dynamique parce que ça aurait apaisé. Encore que tout à l'heure, dans la défense, il y a... Même ils sont 4, il y a 3 gauchers. Donc tous ceux qui sont... Les 2 qui sont dans l'axe sont des gauchers. Mais je veux dire c'est-à-dire que c'est un leader qui accompagne. Même s'il ne joue pas, il y a 26. Par rapport à l'équilibre dans les vestiaires, c'est important d'avoir quelqu'un qui se fait respecter. Et cette équipe-là manque de leader charismatique. Et déjà, on est inefficace en attaque. Et si maintenant, il n'y a personne qui peut booster l'équipe, ça pose un problème. Parce que l'équipe dans le groupe, vous, en tant que coach, vous avez dû vivre ça. L'équipe, vous avez besoin d'un relais. Regrouper les joueurs, alors, se parler. Sur cette question, il a réagi en conférence de presse, je le disais tout à l'heure. Il a dit que lui, a priori, il considère que tous les joueurs de cette équipe sont des leaders. Ça, c'était la première réponse qu'il a servi. La deuxième réponse, c'est que lui-même, en tant que coach, forcément, il faut qu'il soit un leader parce que c'est lui qui fait le système, c'est lui qui classe les joueurs. Absolument. Bon, c'était une façon de peut-être contourner la question, mais évidemment que peut-être en termes d'impact. Aujourd'hui, par exemple, on voit sur le match qu'il y a Sarabia qui rentre, Sarabia qui n'a même pas une place de titulaire au PSG, alors qu'Asensio a été laissé en rade. Ça aussi, ça ne facilite pas à militer en fait pour le monsieur et ça confirme Hassan ce que vous dites. Il est obligé de se dédouaner, faire de tout le monde des leaders. Moi, en plateau d'avant-match, j'ai dit, moi, mon inquiétude, c'est Luis Enrique parce qu'il aime bien ça. Il a créé des problèmes à 48 heures de leur mondial en 2018. Ça a coûté ce que ça a coûté. Là, il revient, je fais qu'à ma tête. En foot, je pense qu'une union sacrée, c'est important. En général, c'est mieux. C'est important. En général, c'est mieux, surtout quand on va dans les grandes compétitions. Très bien. Donc sur ce match, voilà, 0-0, c'est pas... Pourtant, par moment, ils ont essayé, parce qu'ils pensent qu'ils auraient pu continuer, tenter des tirs à mi-distance, parce qu'en première période, quand ils ont tenté des tirs à mi-distance, ça pouvait porter les fruits. Parce que ce match-là me rappelle... Coach, on a vu une équipe quand même qui a joué pratiquement dans sa surface de réparation. C'était extrêmement difficile. Et en plus, dans cette équipe espagnole, je pense qu'il n'y a pas énormément de joueurs qui ont de lourdes frappes. Mais très bien. À ce niveau de la compétition, il y a des clés, des secrets pour faire exploser ces verrous. Soit c'est des dribbles qu'on essaie pour avoir des pénaltys, soit c'est des tirs qui pourraient ricocher sur... En plus, mais est-ce que le problème, ce n'est pas d'avoir marqué très tôt dans ce match, parce que en deuxième mi-temps, on a vu une équipe espagnole qui s'est créée moins d'occasions, alors qu'en premier mi-temps, alors que la Suède essayait de jouer, l'Espagne s'est créée beaucoup d'occasions et a raté des buts pratiquement faits. Mais en deuxième mi-temps, on a vu une équipe suédoise quand même qui savait que c'est impossible de rivaliser dans le jeu. Mais aujourd'hui, un point pris par la Suède dans ce groupe, c'est un bon point. Aujourd'hui, c'est la Suède qui fait le bon résultat. Donc je ne vois pas pourquoi les Suédois vont aller à l'abordage pour finalement se faire punir derrière. Je pense que, même parce qu'eux aussi, ils ont eu un coup dur en dernière minute. Ils perdent un attaquant à milieu de terrain, l'attaquant de la Juve et puis leur milieu de terrain. Le gars, il savait ses forces. La preuve, le seul Isaac qui faisait quelques dégâts, il le sort très rapidement pour dire c'est bon, arrête même d'aller à l'offensive, nous on reste à la maison. Il sait qu'il n'avait pas les arguments pour aller chercher cette équipe. Mais Dieu seul sait que cet axe central dont on parle, ils ont laissé des fenêtres où la Suède avait la possibilité de mettre un but, le braquage parfait. À deux reprises, l'axe central était loin d'être vraiment... Maintenant, la Pologne blessée là-bas qui attend l'Espagne pour revenir, c'est pas gagné pour Luis Enrique. Merci pour la transition. Donc Espagne-Suède 0-0, ça on avait bien compris. Et dans ce même groupe, effectivement, la Pologne s'est faite surprendre à domicile par la Slovaquie. 1-2. Donc ouverture du score par les Slovaques. Nous on parle de Pologne-Slovaquie et donc c'est affiché après. Bien sûr. Donc évidemment donc Krychowiak expulsé à la 60e, c'est un gros fait de match puisque 9 minutes plus tard, bien sûr, les Slovaques prennent l'avantage avec Skriniar qui est champion d'Italie avec l'Inter de Milan. Il va marquer sur un corner mal repoussé et donne la victoire aux Slovaques. Alors ce match, nous l'avons regardé. On a vu une excellente équipe slovaque en première période. Réaction des Polonais sur les 15 premières minutes de la seconde, égalisation, l'expulsion
et après la défaite. Par contre, fait aussi marquant, Lewandowski inexistant sur cette rencontre. Oui, il a été inexistant. Il a cherché et à maintes reprises, on l'a vu décrocher, essayer de jouer dans les pieds. Mais malheureusement, derrière lui, il n'y a pas quelqu'un qui pouvait jouer exactement. En plus, il faut voir les buts que marque généralement Lewandowski au Bayern de Munich. C'est un véritable finisseur. On lui fait la passe, il met le pied ou bien la tête. Mais s'il doit décrocher, organiser, d'abord l'effort physique qu'il va déployer pour ensuite replacer au niveau de la surface de réparation, je pense que ça c'est un problème. Dans l'ensemble, l'équipe polonaise qu'on a vue n'a pas beaucoup convaincu, contrairement à l'équipe qu'on a vue contre le Sénégal, qui nous a créé par moments des difficultés. Même oui, mais bon, quand vous revoyez un peu l'effectif, d'ailleurs, les commentateurs n'arrêtaient pas de rappeler que la Pologne s'était inclinée devant le Sénégal 2-1. Vous voyez Glick, il était dans cet effectif en 2018, déjà vieillissant, qui n'avait pas fait une grosse saison avec Monaco. Vous voyez le monsieur expulsé là, dont je dis vraiment, exactement, Lewandowski. Bon, vous sentez que peut-être au niveau de la colonne vertébrale, il y a quand même un petit coup de vieillesse, non? C'est pas un effectif qui se renouvelle. Et puis il leur manque du monde aussi. Il leur manque du monde, je pense, l'apport de Milik pour soulager un peu Lewandowski, parce que lui, comme je dis, il a joué un peu contre nature, parce que se sentant obligé d'aller, son nom, on a parlé de finisseur, Moustapha. Un finisseur, il ne peut pas être aussi un organisateur, un préparateur. Et moi, comme j'ai dit, en première période, avant que même ça soit compliqué, je l'ai vu aller chercher des ballons sur les 30 mètres polonais pour remonter 50 mètres de ballons, essayer d'alimenter ses partenaires, après finir quand? À ce moment, à son âge, avec une saison difficile, faire ses efforts pour aller terminer. Moi, il y a un truc que je vais rebondir par rapport à la fraîcheur. Pour faire hors sujet, le seul joueur capable de créer et finir mène 1-0 à la Copa avec un coup franc magistral. Pour la Messi. On est à la fin. C'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens. Alors, moi, c'était pour parler plus de la fraîcheur dans ce tournoi, parce que ça va se poser. Parce que pendant 2 ans, les gens n'ont pas eu le temps de vraiment se reposer. Et les vedettes sur lesquelles on peut compter risquent vraiment de décevoir. Parce qu'on attend beaucoup d'eux. Et ça ne va pas être la fête pour eux. Et c'est ça, on le voit aujourd'hui avec Lewandowski. On sait que depuis 2 ans, il mène la barque au niveau du Bayern. Aujourd'hui, 2 ans après, il y a juste un enchaînement qui se fait parce qu'on a eu juste 3 semaines ou 1 mois pour préparer l'Euro 2020. Et on se rend compte quand même que c'est des jours qui vont manquer de fraîcheur. On va leur demander de faire plus alors qu'il n'en faut, alors qu'ils seront incapables de pouvoir répondre présent pendant ce tournoi-là. Mais quand même, pour Lewandowski, c'est un reproche qu'on lui fait. On l'attend sur une grande compétition majeure. Pour le moment, il n'a pas encore répondu présent. Bon, pour une star aussi, prétendant au Ballon d'Or mondial, à un moment donné, il faudra bien qu'il fasse aussi... Mais Mam, tu n'as pas les éléments qu'il faut pour vraiment montrer ce dont on est capable. Parce qu'aujourd'hui, en avançant, on attend plus de lui, l'efficacité qui fait aujourd'hui défaut. La Pologne, quand même, c'est une équipe qui joue bien au football. Oui, avec un groupe homogène, quand même. Ce qu'il a dit, ce n'est pas occulté. Aujourd'hui, regardez Messi. Les prestations qu'il faisait avec le Barcelone ne sont pas les mêmes que ce qu'il faisait. C'est pas possible. Tu ne peux pas avoir... Raison de plus, par exemple, c'est extrêmement rare que les balles qu'il peut recevoir quand il est au Bayern de Munich, c'est pas la même chose que quand il est en sélection nationale. Ouais, mais pour passer à travers comme ça pendant 90 minutes aussi, on ne peut pas ne pas le souligner. Je veux dire, pas une occasion, par un tir cadré. Okay. Mais il y a eu comme des dans le jeu, il faudrait au moins que ce soit bien élaboré et que lui, au moins, dans le dernier tiers, qu'il puisse au moins montrer ce dont il est capable. Souvent, on a eu ce problème-là avec les vedettes dans certaines équipes. Mais attendez, mais cette équipe de la Pologne, souvent, elle fait de grosses éliminatoires. Oui. Souvent, elle finit leader avec un très bon Lewandowski. Ça ne veut pas dire qu'il se rate souvent en sélection, mais c'est dans les grandes compétitions. Est-ce qu'on n'est pas obligé de se focaliser sur la Pologne parce qu'il y a Lewandowski? Mais il faut dire aussi que l'adversaire a été que réaliste. Ils ont eu 2 tirs cadrés, ils ont marqué 2 buts. Tout à fait. Sur tout le match dans les termes de statistiques, c'est très important de savoir que... C'est normal qu'on s'arrête sur Lewandowski. Bien sûr. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de Pologne sans parler de lui et de sa prestation. On attend beaucoup de lui. Et donc, quand tu as une équipe qui est aussi moribonde, parfois on se dit comment ça se fait. On a connu Boniek à l'époque.
Boniek, dans son équipe, c'était avec des latos, mais Boniek portait l'équipe de la Pologne. Et jusqu'à la Juve, et il était bon comme Lewandowski, qui a su répondre et qui a gagné des trophées au Bayern. Mais Tala, comme je dis, Boniek, si tu ramènes l'histoire, Boniek a été finisseur. Il a fait que finisseur. Lewandowski, c'est dans le même profil. Oui, mais Lewandowski, je le vois même contre le Sénégal régulièrement vouloir aller aider à monter le ballon, à faire le jeu. C'est pas dans son ADN. Boniek, il a appris à finir. On lui a coltiné un Michel Platini qui lui faisait des ballons sur 60 mètres. Il finissait. J'ai donné un exemple que les Africains ils vont me taper dessus. J'ai parlé de la Côte d'Ivoire sous l'ère Drogba. Pendant quelques campagnes, régulièrement la Côte d'Ivoire calait parce que souvent Drogba, que finisseur homme de surface, allait, se sentait obligé de vouloir faire le jeu. Et ça, quand je le dis, j'ai un regard quelque part. Attention. Sur Lewandowski aussi. Un finisseur, c'est un finisseur. Et puis quand même, il faut dire pour un percuteur, c'est un percuteur. Un organisateur, tout le monde n'est pas fatigant. D'ailleurs, on va terminer là-dessus. C'est visible avec l'équipe suédoise. Si vous avez vu, les deux attaquants qui ont été devant, ils ne faisaient pas un gros marquage. À chaque fois que la passe les éliminait, ils gardaient leur fraîcheur pour se préparer à la récupération. Avant de sortir, il n'a joué que quasiment dans le dernier tiers. Non, si vous voulez être attaquant, finisseur et venir être organisateur... Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème, bon, on ne va pas non plus faire toute l'émission sur la Pologne, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi qualitatif? Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez les statistiques, on les a regardées, la Pologne n'a gagné qu'une seule rencontre sur ses 8 derniers matchs sur le plan international. Quand même, c'est assez pauvre pour une équipe qui veut prétendre peut-être jouer les premiers rôles. Et contre la Slovaquie, la Pologne a perdu 3 sur 4 de ses matchs. Donc aujourd'hui, quand on voit la dynamique, elle n'est pas positive. Donc on ne va pas aussi se dire que oui, parce que c'est la Pologne. La Coupe du Monde nous en avait donné un avant-goût. Elle n'a pas été brillante. Aujourd'hui, à l'Euro, peut-être que vraiment, elle est à son niveau, malgré la présence de Lewandowski. Voilà. Donc on va passer tout de suite à l'autre match pour terminer le tour un peu des rencontres de ce lundi avec donc Écosse-République tchèque. Notre réalisateur était très pressé de nous montrer certainement le magnifique but de Patrick Schick. Alors ce magnifique lob, bien sûr, que tout le monde a commenté un peu sur les... De Schick quand même, qui a marqué ce doublé, un joueur exceptionnel, bon pas exceptionnel, mais quand même qui montrait des talents de buteur à l'AS Roma. Après il a été prêté en Allemagne et actuellement il est Bayer Leverkusen, mais quand même... Les Écossais vont avoir beaucoup de regrets dans ce match, notamment avec Robertson qui rate. Mais bon, il y a eu un grand gardien, je pense, en face qui a fait des gros arrêts pour donc empêcher aussi cette équipe écossaise d'égaliser. Alors, le débat, vous avez fait un débat entre techniciens sur le deuxième but. Je ne peux pas m'empêcher d'en parler. Certains disent c'est une attaque placée, d'autres disent non, c'est un contre. Donc, bon, pour moi, c'est... Attaque placée, non. Voilà le ballon. Attaque rapide, pardon. C'est ça? Vous savez, pour être premier tiers, là, on parle de contre-attaque. Et en ce moment, l'équipe adverse, la défense est dans la rue. Mais quand la récupération est médiane ou au dernier tiers, là, on parlera d'attaque rapide. Et l'exemple typique aujourd'hui, et même la FIFA prend ces situations de jeu comme exemple, c'est le but que le Sénégal a marqué contre le Danemark. Une récupération sur tacle de Ali Camara, premier passe sur El Hadji Diouf, remise sur Salif Diao, Fadiga et Salif Diao. Il y a 4 joueurs, il y a 4 passes et la première passe est verticalisée, la récupération est basse. Mais coach, quel doit être l'état d'esprit? Attends, je vais poser la même question. Sur la récupération de Lamine Gassama, qui fait la passe à Crépin, Crépin qui lance Boulaye en profondeur, et celui-ci joue en première intention sur Sadio Mané et Sadio qui décale Ismaël Assar. Il y a combien de passes? Il y a au moins 5 qui sont impliqués. Maintenant, on a dit, en règle générale, c'est moins de 4 passes. Maximum 4 passes, maximum 4 joueurs, moins de 10 secondes. Ici, si vous prenez le but que le Sénégal a marqué contre la France, le but de Feu Pabou Diop, ça c'est une attaque rapide parce que la récupération a été médiane par
Omar Daf. Donc il chipe le ballon sur anticipation. Je pense que c'était Djorguef, Ella Diouf, Pape Bougo. C'est le but. Très bien. Regardez le temps d'exécution. Et la défense n'est pas totalement dans la rue quand il s'agit de l'attaque rapide. Okay. C'est le même scénario entre la Côte d'Ivoire et la Zambie, quand la Zambie gagnait la Coupe d'Afrique. Les Ivoiriens avaient des joueurs un peu vieillissants. Les Zambiens étaient très jeunes, parce que c'est composé de joueurs locaux. À chaque fois que les Ivoiriens ont voulu temporiser, imprimer un rythme lent pour les surprendre, les Zambiens ont refusé. à chaque fois que les Zambiens récupèrent le ballon, ils étaient dans la surface de réparation. Voilà, c'était pour revenir sur ce but, coach, je pense si on peut l'avoir à l'image. Quand même, ce genre de geste, comment on prend la décision? C'est par pur âme et à l'audace. Mais c'est l'audace, c'est l'instinct. Il ne doit rien. Il ne doit rien. Mais il n'y a rien d'extra. Pour moi, c'est le joueur. Quoi qu'on puisse dire, il y a des facteurs, des qualités du footballeur qu'il a eu à travailler. Parce que, au-delà même du geste technique, parce que le ballon aurait pu dépasser là. Oui, mais ça, c'est le bon, déjà maintenant, parler de transition rapide, c'est déjà mieux que de contre-attaque. On parle de transition. Mais le joueur aurait pu garder le ballon et ne pas tirer. Sur cette action, il ne doit rien à personne. C'est lui. Et j'avais une dernière question. Doyen, comment il s'appelle? Patrick Schick. Souvent, on sait que ce genre de compétition révèle des joueurs. Est-ce qu'il peut, je ne sais pas, suivre les traces d'un certain Milan Barros ou Pavel Nedved, Poborski qui s'était illustré, je pense que c'était lors d'une compétition à l'Euro. C'est un pays de football. Il y a toujours des talents qui sortent de là-bas. La dernière fois, on a parlé de la Finlande où on connaissait peut-être qu'une ou deux personnes et tout, mais en Tchéquie, il y a du monde qui sort. Et ce gamin, moi encore, je dis, on va étudier d'autres actions. Ça n'a rien à voir avec... un élément déclencheur d'une grande carrière. Mais Fatou, j'aimerais peut-être revenir sur un point extrêmement important. Très rapidement. Une minute. Il a fait un choix. Il a pris une décision. Tout à fait. Il aurait pu garder le ballon, continuer. Il a un partenaire qui lui propose une... Mais pourquoi il a tiré directement? Parce que c'est parce qu'il a osé. C'est une décision. C'est une décision. Mais au-delà de tout, mais je crois que vous êtes tous d'accord. Il a accumulé ici plusieurs qualités chez un footballeur. La décision prise. Mais ça aurait pu être des jours très compliqués. Il garde le ballon, il court, le gardien se replace. Mais à l'entraînement... Où il joue de la manière la plus simple, il cherche un 1-2, il se replace. C'est la raison pour laquelle je dis c'est autant de qualités qu'il a montré ici. Très bien. Maintenant, c'est dommage que Mame Fatou nee na ñu tëj. Est-ce que gis ngeen ne défense équipe dafay jeng ñoom ils sont allés à l'abordage. L'équipe adverse. Mais c'est parce que c'est une contre-attaque, raison pour laquelle la défense était dans la rue. Non, c'est eux qui attaquent. Est-ce que là, on ne devrait pas parler de replacement de l'équipe quand l'équipe sort et que l'équipe se replace pour au moins... Le talent et l'intelligence ne permettent rien de tout ça. Oui, mais c'est donc c'est l'instinct. Il ne permet pas de replacement. Mais par moment, il faut faire la part des choses. Il y a ce qu'on appelle les actions individuelles. Ça, c'est la qualité individuelle du footballeur. Tout à fait. Le but que Messi a marqué contre Paris Saint-Germain, ça, c'est une décision personnelle. Mais il a mis ça au service du collectif. Je crois que c'est ce qui semble Ben dire. oui, donc vous dites à peu près la même chose. Alors on va juste donner donc le classement très rapidement de ce groupe D où il y a la République tchèque donc qui a fait une belle opération avec 3 points, l'Angleterre avec 3 points également et Croatie et Écosse devront également se réveiller pour se réveiller pour la prochaine journée. On va parler rapidement du match aussi de demain, un match très attendu, l'un des gros choc de ce premier tour de l'Euro entre la France et l'Allemagne. On en a évoqué quelques rudiments hier à travers notamment la conférence de presse de Kylian Mbappé, mais on va replonger dans cette rencontre très attendue demain avec ce papier de Mamadou Ndiaye. France-Allemagne. Ah si, je pense qu'il est là. Bon. Alors, Tala, je sais que voilà, la France est votre équipe. Eh ben oui. Elle est attendue aussi, avec donc ses stars, son titre de champion du monde. Absolument. Et aujourd'hui, voilà, ce sera quand même contre également une autre grosse écurie européenne. L'Allemagne, est-ce que ce sera un match vraiment difficile, aussi bien pour l'Allemagne que la France? Pour les deux équipes.
parce que dans le passé, je pense qu'elles ont eu à se rencontrer. Et souvent, l'Allemagne est toujours sortie vainqueur dans les grands championnats, et la plupart du temps. Et aujourd'hui, quand on voit l'effectif de l'équipe de France, on peut se dire quand même que l'équipe de France devrait sortir favori sur ce match-là. Maintenant, pour qui connaît les Allemands, c'est des grands compétiteurs. Bien sûr. C'est des joueurs qui sont très forts mentalement, qui ne vont pas venir en victimes expiatoires parce qu'ils ont une ligne d'attaque qui fait rêver. Mais c'est surtout mentalement et sur le plan de l'émotion, comment les Français vont aborder ce match-là. D'autant plus qu'ils ont souvent eu à abdiquer devant les Allemands. Et moi, c'est ça ma question. Aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a des garçons qui sont très forts. Ils ont grandi. Mentalement. Là, Là, c'est pas en français. Alors. Ils ont un supporter des Bleus. Coach lui. Très bien, alors on va regarder l'élément pour nous dans le bain et on revient. Je ne suis ni bleu ni vert. Tu n'es pas bleu, ça c'est clair. Vous êtes Oslo, très bien. Si Sélection l'élément est nationale. bon, on va le regarder. Merci, vieux. 24 heures du choc France-Allemagne, l'ambiance n'était pas des meilleures au sein de l'équipe de France. La sortie de Kylian Mbappé sur Olivier Giroud en conférence de presse révèle un certain malaise dans ce groupe qui enregistre le retour de Karim Benzema après une longue année d'absence. Pour rappel, l'attaquant de Chelsea, lors de la victoire des Bleus face à la Bulgarie, s'était plaint du fait que les ballons n'arrivaient en attaque. Une critique envers Kylian Mbappé sans le nommer, mais n'empêche, la star a tenu à répondre à son coéquipier en conférence de presse. Il a dit ça me dérange pas plus que ça, je suis attaquant et c'est un sentiment, il exprime un sentiment quand il parle. Moi ça me dérange pas, je suis attaquant et j'ai eu ce sentiment 365 fois dans un match et je l'aurai encore quand tu as le sentiment qu'on te sert pas. C'est plus voilà de le sortir publiquement, voilà, de se dire que voilà, je l'ai vu dans le vestiaire, je l'ai félicité pour ses buts, il m'a rien dit et après je l'apprends dans la presse, c'est plus ça que ce qu'il a dit en fait, parce que ce qu'il a dit, il dit rien de méchant. Face à cette situation, Didier Deschamps a dû jouer aux sapeurs-pompiers. Le sélectionneur s'est entretenu avec les deux joueurs pour clarifier la situation. Deschamps a soutenu que ce n'était pas un souci majeur et que des tensions de ce genre sont vite évacuées. Nul doute que l'attitude de ces deux joueurs, s'ils jouent ensemble face à l'Allemagne, sera scrutée de très près. Voilà, Hassan disait, on est allé dans les faits divers, mais bon, quand il s'agit quand même de Kylian... surtout quand il s'agit de Kylian Mbappé, qui est quand même la star montante de cette équipe, qui fait des sorties, forcément, ça attire le regard, ça attire les commentaires. Ça a été très bien géré. C'est un épiphénomène, un tout petit détail. Ce sont les médias qui en ont fait un... L'attaquant qui n'est pas content alors que honnêtement Deschamps est gentil, tout le monde est gentil qu'on le ramène en sélection, il a un temps de jeu, les événements font qu'il marque 2 buts, il continue à être gentil, il avait vraiment pas... Non mais Hassan quand même, moi je pense que quand même ce serait quelque part une erreur de prendre cette histoire comme on est phénomène à la légère. Parce que c'est l'arrivée de Benzema quand même qui a occasionné tout ce problème-là. Parce que certains disent que, comment il s'appelle, Mbappé, lui, il veut jouer avec Benzema et pas Giroud. Et ce jour-là, Benzema est sorti sur blessure, Giroud l'a remplacé et Giroud s'est plaint de ne pas recevoir de ballon et la critique était adressée à Mbappé. Il faut juste recamper le débat. Les journalistes sont frileux. Giroud ne s'est pas plaint. Le gars lui a reproché de ne pas être assez existant. Là, il l'oblige à chercher une réponse. Vous êtes rentré, vous avez eu beaucoup de temps de jeu, mais on ne vous a pas beaucoup vu. Il dit, mais moi, j'ai fait des appels. Mais Mbappé s'est plaint le fait que ces déclarations soient sorties dans la presse. Mais cher, ça fait mousser, certes. Mais il y a eu cette même déclaration concernant Ousmane Dembélé. Il disait que Mbappé préfère jouer avec Dembélé, c'est son pote. Il le disait ouvertement, il s'en est pas caché. Et ça n'a pas fait beaucoup de vagues. Et aujourd'hui, on dit à Olivier, parce que tu es dépourvu de ballon, pourquoi? Il faut qu'il se justifie. Peut-être que je n'ai pas reçu beaucoup de ballons en tant qu'attaquant, mais ça fait partie du jeu. Tu peux rester pendant 10 minutes à errer, faire des appels. Mais c'est le jeu. On écoute bien. Donc c'est ça la réalité des faits. Si on commence à donner
donner les détails, on ne va pas s'en sortir. Alors, vous savez, par moment, ces petits problèmes-là dans une équipe, ça peut, si on parvient à positiver ça, ça peut pousser à avoir des performances. Mais si on ne parvient pas à régler ça le plus rapidement possible, les vestiaires explosent. Maintenant, est-ce qu'un joueur a le droit de dire que je préfère jouer avec tel ou tel? Ça, c'est une question. Mais d'après ce que Mbappé a dit, il a parlé en tenant compte aussi des qualités de son partenaire. C'est ça. Est-ce que Giroud est mieux les balles dans les pieds ou bien dans les airs ou bien centre? Il met le pied. Tout à fait. Et moi, je pense que Mbappé a parlé dans ce sens. Et il a parlé de profil. Mais par contre, Benzema... Il a dit que Benzema vient récupérer les ballons. Quand on parle de Neymar, c'est quelqu'un qui va toucher 150 ballons. Giroud, il préfère rester dans la surface et recevoir les ballons. Donc forcément, ce n'est pas la même manière de jouer quand vous avez Benzema ou Giroud ou, bon, entre guillemets, Neymar. Je pense que, bon, moi, j'ai aimé sa réponse, même si je trouve que aussi Mbappé catalyse beaucoup d'énergie autour de sa personne par rapport à l'équipe de France. Mais c'est normal, c'est peut-être lui la star aussi de cette équipe. Qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça. Une équipe, c'est... Demain, est-ce que voilà, l'Allemagne quand même peut être... voilà, peut créer la surprise? Parce que pour moi, c'est la France qui est favori dans cette rencontre. On va voir une équipe allemande qui a été très rajeunie. Rajeunie avec... des joueurs quand même qui ont beaucoup de qualité. Il est vrai, en regardant l'équipe de la France, c'est une équipe quand même assez mixte, où il y a des joueurs qui sont très expérimentés, mais aussi des jeunes qui ont de la qualité. L'Allemagne avait un avantage sur le plan psychologique, et ça date depuis avant même la Première Guerre mondiale. Mais cette tendance sur le plan psychologique commence à se dissiper petit à petit. Les Français ont fait une dernière bonne Coupe du Monde. Je pense qu'ils ont montré qu'ils ont été de véritables compétiteurs. Mais attention à l'Allemagne aussi. C'est des compétiteurs et... Surtout que bon, l'Allemagne, la France peut-être a un meilleur groupe si on prend les 26. Mais les 11 intrinsèques qui seront sur la pelouse, je pense que quand même c'est des joueurs qui se valent. Parce que le 11 allemand quand même peut faire face aux 11 anglais, aux 11 français. Et comme tu l'as dit aussi, c'est un mix de jeunes, dont un jeune de 17 ans, Moussiala, le joueur du Bayern de Munich. Profondeur de banc. Je dis que c'est cette profondeur de banc. Mais quand même, l'Allemagne peut mettre en place un 11 quand même qui tient vraiment la route. Qui va tenir la route. C'est en Ligue des Nations, je pense, et l'Allemagne s'était inclinée 1-0. Il y a eu aussi la demi-finale de l'Euro où la France s'était imposée aussi 2-0. Donc bon. Psychologiquement, effectivement... L'Allemagne est dans une situation quinconce. Elle se recherche une autre identité. Ils ont même demandé à revenir dans ce que l'on leur connaissait, être méchants. C'est parce qu'ils n'ont plus d'arguments de ce qu'ils voulaient prôner à un moment. Vouloir être joueuse, c'était pas trop l'Allemagne. J'ai entendu Rudiger qui dit qu'il faudra qu'on soit autre chose. Mais la France arrive à ce match-là à un très bon moment. On a connu un Pogba en difficulté qui revient à son summum. N'Golo Kanté intenable. L'apport de Karim Benzema fait que tout le monde veut être bon. Mbappé, dans ce semblant de polémique qui s'est créé, ça lui a permis d'être plus grand en communication, en maturité. Et le PSG a sorti le père. On a 2 supporters bleus sur ce plateau. Mais doyen, je pense qu'on ne peut pas vouloir quelque chose ou son contraire. Aujourd'hui, je ne dirais pas que l'Allemagne a perdu son identité de jeu. Mais quelque part, ils ont subi l'influence des entraîneurs étrangers. Parce que qui connaissait le Bayern de Munich, sa manière de jouer, la rigueur qu'ils avaient, c'est des véritables constructeurs. Mais depuis l'arrivée de la venue de Guardiola, mais l'équipe a changé complètement de philosophie de jeu. Et il y a d'autres entraîneurs aussi dans les autres sélections. Maintenant, une sélection reste une sélection. Aujourd'hui, elles doivent rencontrer la France. Pour gagner la France, qui a des joueurs de qualité, une attaque de feu. Sur le papier, parce que d'abord ça va se passer sur le terrain. Regarde comment le tricolore me regarde. Je t'écoute religieusement, parce que quand j'entends Rudiger ou par exemple on parle de la rigueur allemande, on a beau être rigoureux dans tout ce qu'on fait,
Mais si le talent n'est pas là... Non, mais le talent, il est là. Justement, le talent est là. Oui, mais je veux dire que si on le roi Sané, voilà, comment il s'appelle, Werner, même si c'est un Morata bis, quand même, c'est un bon joueur de football. Gnabry, il y a du talent. Ça, c'est sûr. Gundogan au milieu de terrain. On peut allier les deux. Être rigoureux et être talentueux. Donc, les deux ne font pas mauvais ménage. Tout à fait. Donc, et ça, aujourd'hui, c'est ce que la France a su faire. Avant, on parlait du beau jeu que l'on prenait les cocoricots et après, ils ont appris, c'est vrai. Quand on prend le mondial 82-86, qu'est-ce qui les a fait éliminer en demi-finale? 2 fois de suite. C'était le Bretagne. Un jour blessé qui Oui, était mais sur le banc. mentalement, après, ils étaient abattus. Donc, après, voilà, ils n'étaient pas capables de pouvoir revenir. Et Rummenigge qui vient sur une jambe, qui booste l'équipe, qui pousse l'équipe à se surpasser. Et voilà, le résultat était là. Maintenant, ce sont des jeunes qui sont capables d'affronter les grandes équipes et qui jouent dans les grands championnats. Même en Allemagne. Alors, voilà donc au Bayern de Munich. Voilà. Un match qui sera diffusé en direct sur le réseau hertzien et sur la TNT, bien sûr, que vous pourrez regarder en direct sur la TFM. On va terminer cette page Euro avec ce gros fait qui nous a tous fait trembler, bien sûr, ce qui s'est passé lors du match entre la Finlande et le Danemark. Pourquoi on en parle? C'est surtout par rapport au traitement des médias, mais également cette forme de solidarité collective où le monde du foot, le monde tout simplement a prié pour Christian Eriksen. On revient sur cet événement hors foot, mais qui aurait pu clairement gâcher la compétition. Mamadou Ndiaye. Les Danois se souviendront longtemps de cette rencontre au stade Parken de Copenhague où le milieu offensif de l'Inter Milan s'est effondré subitement près de la ligne de touche juste avant la pause. Les yeux révulsés, ses coéquipiers forment un cercle pour protéger sa dignité. L'image a fait le tour du monde. Sur les réseaux sociaux, les réactions fusent de partout. Un hashtag est vite créé par les internautes du monde entier. Pray for Eriksen. En quelques clics, le monde a prié pour Eriksen. Club, sportif, coéquipier de club, dirigeants, etc. Les messages de soutien aux joueurs sont aussi venus de toute la planète. La rencontre a été interrompue pendant près de 2 heures. Le temps pour Eriksen d'être pris en charge par une équipe médicale, de subir un massage cardiaque, de prendre connaissance et d'être évacué sur civière vers un hôpital. Dans les médias, le débat se pose, fallait-il montrer les images du drame? Certains diffuseurs, dont la BBC, ont vite présenté des excuses pour avoir montré les images du malaise cardiaque du Danois Christian Eriksen. D'autres médias ont entièrement assumé de diffuser toutes les images pour informer le public en temps réel. Le débat est ouvert partout en Europe et dans les réseaux sociaux. Mais le plus important dans tout ça, le joueur danois va bien. Le joueur danois va bien, même s'il est toujours à l'hôpital en observation. Voilà, donc 2 informations qui suscitent évidemment débat. C'est l'humanité dont on fait montre ses coéquipiers en organisant une haie pour éviter justement que le visage et les difficultés d'Eriksen soient mises à nu, mais également cette information révélée aussi par Peter Schmeichel aujourd'hui qui a dit que tout simplement l'UEFA a menacé le Danemark d'une défaite 3-0 sur tapis vert s'il ne terminait pas la rencontre face à la Finlande. C'est vrai que beaucoup de gens étaient choqués qu'au bout d'1 heure, on dise qu'on va reprendre le match. On a même parlé d'un FaceTime qu'aurait fait Eriksen avec ses coéquipiers pour les obliger à retourner sur le terrain. Mais bon, quand on apprend ça, on se dit qu'aujourd'hui, c'est le foot à tout prix, peu importe les circonstances, Hassan. Je tombe de nu, moi. Ah oui, quand même. Je tombe de nu. Bon, qu'ils disent ça maintenant, alors que tout ce qu'on avait recueilli comme information, c'est vraiment en osmose, tout le monde était pour vraiment aller dans le sens de soutenir, éviter le drame. Le monde a retenu son souffle, le monde a respiré après quand on nous a dit qu'il allait bien. Ça me dépasse. Ce n'est pas très positif pour l'image de l'UEFA. Je suis choqué. C'est-à-dire que c'est le business à tout prix. C'est-à-dire que quelqu'un comme ça, Schmeichel, quand même, qui est une voix autorisée du football mondial, qui dit ça, c'est-à-dire que moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'on veut, coûte que coûte, privilégier le foot à ce moment-là. Parce que si les joueurs ont pensé à avoir un peu plus de pudeur,
pour ne pas permettre aux gens d'avoir des images choquantes. Parce que parfois, on a tendance à jouer dans le sensationnel aujourd'hui, dans ce bas monde. Les gens ne s'intéressent qu'à ça. Bien sûr. Et après, c'est le gain. Il faut gagner de l'argent, l'argent. Et ça dénature tout, quoi. Moi, quand même, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, parce que quand même, depuis lors, on reçoit énormément d'informations et qui après s'avèrent fausses. Mais une chose est sûre, l'entraîneur danois a dit que on leur avait dit de rejouer le match ou d'attendre le lendemain. Il a demandé à ses joueurs, le lendemain à midi, il a demandé à ses joueurs et ses joueurs ont dit nous, on préfère jouer plutôt que de jouer le lendemain, puisque avec ce qui s'est passé, c'est sûr que dans la nuit, personne ne va dormir. Bon, peut-être que ça donne du sens ça, aux déclarations c'est ce qui se passe un peu, voilà, ça se passe un peu dans les coulisses, malheureusement. Mais quand même, c'est vrai que les gens avaient été surpris de voir que le match avait été repris. Beaucoup de gens ont pointé du fait que bon, même si, évidemment, on leur a proposé, ils ont dit oui, peut-être que par décence, les gens sont traumatisés, pourquoi pas ne pas décaler ce match. Bon, là, il vient rajouter une pierre à... Voilà, quoi. Bon, vous savez, hein, dans une compétition, on peut se dire que, bon, les règles sont là. Donc, il y a le règlement de la compétition, mais on ne peut pas tout prévoir dans la vie. Il y a des moments où c'est des vides hein, qui sont dans le règlement. On n'y peut rien. On ne peut pas tout caler, bon, du début jusqu'à la fin, parce que c'est des cas de force majeure qui sont imprévisibles. Soit c'est le bon sens ou c'est la raison qui doit nous guider pour trouver une solution. Parce que ce match-là, en toute sincérité, même si les dormants ont accepté de continuer la partie, ils n'avaient plus le cœur à l'ouvrage. Et puis pour le sport business, il faut se souvenir aussi de ce qui s'est passé en NBA. Quand Kobe Bryant est décédé, il n'y a que les joueurs des Lakers qui ont dit, eux, ils ne sont pas dans un état de jouer. Mais dans la soirée, les matchs de championnat de NBA ont continué, malgré le gros choc qu'a été le décès de Kobe Bryant. Et aujourd'hui, on a l'impression que peu importe ce qui se passe dans le monde, il faut respecter les calendriers. Il n'y a que le Covid qui a eu raison et de ce sport business. Même avec ça, ils ont trouvé quand même le moyen de faire... en Ligue des Champions, je me rappelle... de faire jouer les gens, ils ont toujours trouvé... mais après, ils ont réfléchi. Mais quand, par exemple, on a détecté le premier cas de Covid en NBA, c'était Rudy Gobert, tout de suite, tous les matchs sont annulés. Il n'y a eu que le Covid, tu as raison, qui a eu raison de la NBA. Parfois aussi, c'est des engagements, c'est des engagements vrai, avec pris. les médias, bon voilà, c'est des millions d'euros ou des dizaines de millions d'euros. Des cas exceptionnels, on en trouve partout. Il y a des choses que l'on ne maîtrise pas, comme tu disais. C'est des choses qui peuvent arriver. Des cas exceptionnels dans toutes choses. Et à partir de ce moment, je pense que c'est le bon sens qui doit nous dicter l'attitude à avoir ou pas. Mais dans ce cas de figure, c'est la vie humaine qui importe le plus que le spectacle. Quoi. Même si on a des engagements par rapport aux droits de télé, aux partenaires et tout, mais une vie humaine, ça n'a pas de prix. Voilà, fin de la première partie. On se retrouve dans quelques instants après cette page pub.